Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce temps de présentation. Donc, cette communication va se situer à l'interface des axes 2 et 3 du colloque, puisqu'il s'agit de vous exposer comment des enseignantes gèrent la transmission des emplois des temps verbaux en classe de français langue étrangère. Et nous allons précisément voir comment ces enseignantes s'adaptent, contournent ou font face aux obstacles lié au discours grammatical qui explique les usages des temps verbaux de la langue française. Donc, cette communication s'appuie sur une recherche doctorale qui a eu pour objectif premier de documenter le métier d'enseignant de FLE. Et notre recherche s'est donc penchée sur l'enseignement grammatical qui n'est pas sans poser problème aux enseignants de français. Nous considérons alors que l'enseignement de la langue française est au cœur du métier d'enseignant de FLE et que de ce fait, il semble nécessaire de s'intéresser à la façon dont l'enseignant transmet la langue à ses apprenants en se focalisant sur les objets enseignés. Nous nous sommes alors intéressés à l'enseignement d'une catégorie spécifique de la langue, le verbe, car l'enseignement de la catégorie verbale fait partie de la complexité du métier d'enseignant de français. Les recherches sont plutôt prolifiques dans le cadre de l'enseignement du français langue maternelle. Elles le sont moins, il nous semble, dans le cadre de l'enseignement du FLE. Le choix de la catégorie verbale n'est pas anodin car c'est une catégorie de la langue difficile à intérioriser pour les apprenants. En effet, son appropriation suppose la maîtrise de diverses propriétés formellement imbriquées et sémantiquement plurifonctionnelles. L'acquisition des variations morphologiques du verbe et de ses combinaisons syntaxiques est indispensable à l'élaboration de la phrase et la structuration énonciative et textuelle dépend en partie d'un emploi cohérent des valeurs modales, aspectuelles et temporelles que le verbe porte. 3 ancrages théoriques ont soutenu cette recherche, la linguistique, la didactique de la grammaire et l'agir professoral. D'abord, du point de vue de la linguistique, les temps verbaux sont un objet d'analyse ancien et largement étudié encore aujourd'hui par les linguistes. En nous appuyant sur une synthèse de Jacques Moschler, nous pouvons retenir 2 principales caractéristiques qui sont en lien avec les obstacles rencontrés par les enseignantes de la recherche. Premièrement, aux différents emplois des temps verbaux correspondent différentes valeurs sémantiques. Par exemple, si l'on ouvre un manuel de langue étrangère actuelle, il est plutôt fréquent de trouver des encadrés grammaticaux comme celui-ci qui expliquent les usages des temps verbaux. On peut y lire qu'on utilise le conditionnel pour exprimer une éventualité, pour donner une information non vérifiée, exprimer une hypothèse ou formuler une demande polie. Deuxièmement, les temps verbaux sont soumis à des contraintes de distribution au plan linguistique et textuel. Autrement dit, l'emploi des temps verbaux ne peut se faire sans considérer la situation d'énonciation à laquelle ils prennent part. Ensuite, du point de vue de la didactique de la grammaire, il semble important de mentionner que, dans le cadre de cette communication, le terme grammaire est à prendre dans sa sphère scolaire. Autrement dit, grammaire désigne l'activité qui vise l'étude de la phrase ou du texte du point de vue de l'enseignement et de l'apprentissage. L'expression « faire de la grammaire » illustre cette acception et recouvre des pratiques enseignantes fort différentes selon les publics enseignés. Dès lors, nous aurons à traiter du métalangage. Pour cela, nous prenons appui sur une définition de Jean-Louis Schiff et Jacques David. Pour eux, la métalangue désigne l'aptitude à parler ou à écrire sur des objets langagiers, que ce soit des mots, des phrases, des textes ou des discours. La métalangue renvoie précisément, dans notre cas, à l'explication des contenus grammaticaux. Par exemple, le conditionnel sert à exprimer une éventualité. Pour ce qui est de l'apprentissage grammatical, 2 positionnements sont à préciser. D'une part, faire de la grammaire en classe de FLE a pour finalité d'outiller l'apprenant afin qu'il puisse communiquer à l'écrit et à l'oral. D'autre part, les connaissances épilinguistiques font défaut à l'apprenant étranger qui n'est pas toujours en mesure de contrôler ou de juger intuitivement la grammaticalité des formes langagières reçues ou produites en langue étrangère.
Autrement dit, par l'apprentissage de la langue étrangère en classe, l'apprenant accumule des connaissances métalinguistiques qui lui permettent de valider ou non les formes reçues ou produites. Enfin, dans une perspective d'étude des pratiques enseignantes, nous avons fait appel au courant de l'agir professoral. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le diptyque planification-déplanification proposé par Francine Sicurel, selon lequel l'interaction didactique est planifiée car elle répond à un but didactico-pédagogique, mais cette planification est mise à l'épreuve au moment du cours, dans l'échange avec les apprenants. Nous avons alors mis en œuvre une recherche écologique dont le but était de saisir des pratiques grammaticales ordinaires telles qu'elles se produisent dans la complexité du réel. 3 enseignantes volontaires ont participé à la recherche. Elles sont diplômées d'un master FLE ou équivalent, ont été scolarisées en français et sont expérimentées dans l'enseignement du FLE. Elles exercent toutes les 3 dans un centre de langue universitaire en France auprès d'étudiants étrangers type Erasmus. Leurs étudiants sont des apprenants adultes qui sont empreints d'une culture grammaticale liée à l'acquisition de leur langue première, de leur langue de scolarisation ou d'une ou plusieurs autres langues étrangères. De plus, en tant qu'adultes, ces étudiants ont des dispositions cognitives favorables à une demande métalinguistique. Les données recueillies sont d'une part l'observation filmée de séances de classe portant sur l'enseignement de temps verbaux prescrits par l'institution et d'autre part, nous avons recueilli des entretiens d'autoconfondation sur les séances. Nous avons, pour finir, retranscrit les séances et les entretiens à partir desquels nous avons procédé à une analyse fine des interactions didactiques et des discours réflexifs des enseignantes lorsque ces discours pouvaient éclairer la pratique grammaticale des enseignantes. Les séquences interactionnelles que nous traiterons dans cet exposé mettent au jour des obstacles entendus comme ce qui vient déplanifier ou entraver les interactions permettant la transmission des emplois des temps verbaux précédemment mentionnés. Nous allons commencer par regarder une situation de classe vécue par l'enseignante Céline, dans laquelle c'est le discours grammatical produit par les étudiants qui constitue un obstacle dans la mise en œuvre du projet didactico-grammatical, ce projet étant de faire identifier les usages de l'imparfait par les étudiants, et cela en s'appuyant sur un support textuel écrit contenant des formes verbales à l'imparfait. Donc l'enseignante initie une séquence interactionnelle au tour de parole 284. Elle pose la question, alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'imparfait dans ces questions et dans ces réponses? Question à laquelle les étudiants soumettent plusieurs propositions expliquant l'usage de l'imparfait. Ce sont les tours de parole en blanc. L'enseignante applique une démarche dite inductive, selon laquelle les étudiants s'appuient sur le support textuel pour inférer et expliquer avec leurs propres mots les valeurs en contexte de l'imparfait. Ce qu'on constate dans cet extrait, c'est la difficulté que rencontrent les étudiants à exprimer clairement ce qu'ils perçoivent en langue cible. L'intention de l'enseignante consistant à faire émerger les intuitions et hypothèses des étudiants dans le but de co-construire les emplois de l'imparfait est en quelque sorte mise à mal dans le face-à-face de la classe. L'enseignante régule les apports étudiants en usant de la reformulation pour faire avancer la construction de l'objet. On le voit au travers des formules soulignées dans la séquence interactionnelle. Un peu plus loin dans la séquence, on observe un phénomène intéressant lié à la reformulation. En effet, suite à la contribution d'Ashley au tour de parole de l'imparfait, l'enseignante ajoute au tour de parole 319 une caméra qui filme longtemps, donc c'est une période qui dure longtemps, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. L'enseignante maintient ici la métaphore cinématographique de l'étudiant en la prolongeant par un ajout notionnel, à savoir que l'imparfait renvoie à une période qui dure longtemps. Que pouvons-nous dire de cette stratégie interactionnelle qui œuvre comme un procédé régulatoire?
Si la reformulation maintient les signifiés en transformant les signifiants, alors il semblerait que l'enseignante fasse semblant de reformuler, en ce qu'elle développe le propos initial de l'étudiant par l'annexation de nouveaux éléments de réponse. L'adaptation de l'enseignante rejoint en partie ce que Francine Sicurel nomme la flexibilité communicative. Dans notre cas, le tracé initial de l'interaction n'est pas totalement dévié, car les contributions étudiantes répondent à la consigne initiale « Pourquoi on utilise l'imparfait ?» Mais dans le cas d'une démarche inductive, l'enseignante doit tout de même s'appuyer sur les hypothèses métalinguistiques spontanées des étudiants afin de maintenir son projet didactique. Il s'agirait alors davantage d'une souplesse communicative entendue comme la capacité de l'enseignante à s'adapter, à rebondir sur les apports critiques des étudiants et à les prolonger par des ajouts grammaticaux pour maintenir à la fois la prise de parole des apprenants et la réalisation de l'objectif. Nous allons maintenant regarder une situation de classe vécue par l'enseignante Géraldine, dans laquelle c'est le discours grammatical produit par le manuel pédagogique qui constitue un obstacle dans la mise en œuvre de l'objectif grammatical. L'objectif étant ici d'identifier les usages du conditionnel présent, et cela en s'appuyant sur une chronique radiophonique contenant des formes verbales au conditionnel. Pour cela, l'enseignante amène les étudiants à associer les phrases A et B, qui sont sur le diaporama, donc deux phrases qui sont toutes les deux extraites de la chronique radiophonique que les étudiants ont écoutée au préalable. Et donc, ils doivent associer ces deux phrases aux valeurs qui sont celles-ci. La première, une information qu'on ne peut pas encore vérifier, et la deuxième, un projet dans le futur. Alors, avant toute chose, il faut bien avouer que la nuance établie entre les deux valeurs proposées est peu transparente, en ce que la réalisation d'un projet semble tout aussi incertaine qu'une information non vérifiable, et qu'une information non vérifiable peut traiter d'un projet dans le futur. De plus, il faut mentionner que la consigne, telle qu'elle est écrite dans le manuel, est ambiguë, car le verbe « associer » induit qu'une phrase correspond à une valeur. Or, ici, les deux phrases relèvent de la valeur 1, puisqu'il s'agit d'un conditionnel dit journalistique, ce qui correspond alors au genre de la chronique radiophonique. Les précisions du guide pédagogique rattaché au manuel vont également dans ce sens. Toutefois, l'enseignante ne suit pas ces préconisations et attribue à la phrase A la signification du projet dans le futur. L'enseignante est donc amenée à justifier deux phrases dont la valeur exprimée est identique à deux valeurs distinctes. Cela suscite alors l'incompréhension de l'étudiante Latifa qui s'exprime au tour de parole distincts. Pour réduire cette absence de clarté métalinguistique, l'enseignante apporte au tour de parole 13 une distinction en mettant en avant la différence de degré de certitude entre le projet et l'information non vérifiable. Ce qu'on remarque ici, c'est que le focus de l'enseignante est porté sur la métalangue elle-même, qu'elle tente de rendre interprétable. C'est dans ce sens que nous disons qu'elle s'éloigne, que l'enseignante s'éloigne de la langue pour se rapprocher de la métalangue. L'enseignante ici ne s'appuie ni sur les deux phrases, ni sur la chronique radiophonique, l'emploi du conditionnel présent, mais reste sur la formulation même de la métalangue qui explique le contenu grammatical. De plus, afin de justifier la valeur du projet dans le futur associé à la phrase A, l'enseignante est amenée à imaginer un nouveau contexte énonciatif dans lequel prendrait place cette phrase. En effet, elle transforme la modalité initialement journalistique de l'énoncé en une modalité volitive relative à la volonté de l'énonciateur, non pas du journaliste, mais bien des universités qui font l'objet de l'information donnée. Pour cela, elle met en avant la détermination de la France et par conséquent des universités à atteindre 2,6 millions d'étudiants en 2022. Finalement, la justification explicative de l'enseignante se rapproche des traits significatifs généralement attribués au temps verbal futur.
L'enseignante tente ainsi de faire rentrer la modalité de la phrase A dans un nouveau cadre interprétatif. Elle déplace et élargit le sens grammatical des emplois du temps verbal. C'est en cela que nous considérons qu'elle domine et fait plier l'obstacle. Cela montre aussi en creux l'importance du repérage et de l'identification des paramètres de communication, notamment l'énonciateur, le genre textuel, pour inférer la valeur des formes linguistiques. Nous allons pour finir regarder une situation de classe vécue par l'enseignante Charlotte, dans laquelle c'est toujours le discours grammatical produit par le manuel pédagogique qui constitue un obstacle. Le projet de l'enseignante ici est de corriger un exercice dans lequel il s'agit de conjuguer des formes verbales, soit à l'imparfait, soit au passé composé. Dans l'extrait interactionnel, nous avons seulement gardé les tours de parole de l'enseignante par souci de lisibilité. L'obstacle est verbalisé par l'enseignante au tour de parole 2. Elle dit alors, ils volaient ou ils ont volé. Il s'agit du verbe voler pris dans son acception de voler dans les airs. Cette question illustre le dilemme métalangagier auquel fait face l'enseignante. Dans les explications grammaticales du manuel, il est écrit qu'on utilise le passé composé pour raconter une action passée. Or, dans l'exercice et pour le verbe voler dans ce contexte, cette règle grammaticale n'est pas totalement opérationnelle. De nombreuses traces discursives dans l'incompréhension de l'enseignante et attestent de la présence de l'obstacle. Ce sont les passages en marron. Elle dit au tour de parole 1, je vais me contredire de ce que je viens de dire avant. Au tour de parole 4, je me contredis. Au tour de parole 5, c'est vrai que c'est pas logique, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit avant. Après avoir révélé sa vulnérabilité, l'enseignante tente de surmonter l'obstacle en usant de plusieurs tactiques ainsi définies par Francine Sicurel. La tactique ne se donne pas de projet global, elle fonctionne au coup par coup, elle profite des occasions, se faufile, s'apparente à la ruse dans la confrontation constante avec le dire de l'autre. L'enseignant a recours à la nécessité d'inventer sur le champ, de faire avec, d'imaginer des solutions dans l'immédiateté de l'échange. Les tactiques de Charlotte sont alors les suivantes. La première, solliciter l'avis de l'observatrice chercheur au tour de parole 3 en orange. Une deuxième tactique est d'invoquer son jugement épilinguistique au tour de parole 4 et 5 en bleu. Une autre tactique est de mettre en avant la dimension culturelle de la langue au tour de parole 5 en jaune. Une quatrième tactique est d'avouer son questionnement intérieur au tour de parole 5 en rose. Et enfin, de reporter la réponse au prochain cours en rouge au tour de parole 6. Les tentatives de régulation de l'obstacle n'aboutissent pas, car Charlotte statue définitivement sur le choix de l'imparfait, mais décide de reporter l'explication au prochain cours. Le répertoire didactique de l'enseignante ne semble pas suffisamment stable pour gérer cet imprévu métalinguistique. L'enseignante admet sa difficulté à expliquer certains phénomènes linguistiques et semble à l'aise avec cette vulnérabilité. En effet, dans l'autoconfrontation, elle déclare « J'ai pas peur de leur dire « je sais pas » parce que c'est vrai qu'on sait pas tout. Je préfère leur dire « non, je sais pas », leur expliquer comme ça et puis après y revenir, mais pas dire n'importe quoi. Enfin, on ne peut pas tout savoir non plus. Charlotte établit une association entre sa pratique grammaticale individuelle par l'usage du pronom « je » et la pratique grammaticale de l'enseignant de langue par l'usage du pronom « on ». L'honnêteté vis-à-vis du savoir transmis est assurément une compétence du métier pour Charlotte. À défaut de pouvoir expliquer un fonctionnement de la langue, elle opte pour une totale transparence auprès de ses étudiants. Ces imprévus seraient ainsi une source de déclenchement réflexif pour l'enseignante, ce qui correspondrait à l'adage « c'est en faisant qu'on apprend ». En reprenant les mots de Francine Sicurel, nous pouvons qualifier la pratique grammaticale des enseignantes observées de pratique à haut risque, car elles font face à la difficile gestion du discours grammatical produit par les étudiants d'une part et par les manuels pédagogiques d'autre part. En résumé, nous avons montré que Céline
s'adapte au discours grammatical des étudiants en usant de souplesse communicative, que Géraldine domine le discours grammatical du manuel pédagogique en déplaçant le sens grammatical du temps verbal, et que Charlotte assume pleinement l'obstacle en faisant preuve de transparence auprès de ses étudiants quant à sa difficulté à justifier l'usage de l'imparfait. Ces façons de réagir illustrent pleinement l'adaptabilité du métier enseignant et actualisent les nouveaux modèles de la professionnalité enseignante qui mettent en avant le développement des compétences d'ajustement à ce qui émerge dans le face-à-face de la classe. Cette adaptabilité enseignante regorge de savoirs issus de l'action qu'il nous semble important d'exposer aux futurs enseignants de langue dans le cadre de leur formation initiale. Le métier enseignant est un métier de l'humain dans lequel les interactions sont difficilement planifiables à 100%. La prise en compte de l'obstacle et de sa régulation, réussie ou échouée, permet de dédramatiser l'imprévu qui est inhérent au métier relationnel. Je termine par les références bibliographiques et vous remercie pour votre écoute.